Imaginez un ciel lourd, sans éclat, où le grondement des moteurs se confond avec le vent qui descend des montagnes. Ce jour-là, au-dessus d'une vallée ukrainienne, un pilote s'engage dans une mission dont presque personne ne connaît encore les détails. Ce n'est pas un vol ordinaire, ni même un simple raid, c'est une traversée calculée au millimètre, un défi lancé à tout un réseau de défense moderne. À cette altitude, il n'y a pas de place pour l'erreur, pas de seconde chance. Le moindre faux mouvement transforme le ciel en piège mortel. Le pilote avance pourtant, le regard fixé sur les instruments, le souffle court, la conscience aiguë du danger à chaque virage. Au sol, les radars surveillent la moindre signature thermique, les opérateurs guettent les échos qui s'effacent et réapparaissent dans le bruit du relief. Ils savent qu'un appareil approche, mais ils ne savent ni quand, ni d'où. Ce genre de silence n'est jamais un hasard. Il annonce souvent quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse la routine de la guerre. Les écrans clignotent, les lignes de communication s'allument, et au milieu de cette tension grandissante, une seule question occupe les esprits. Quel est l'objectif de ce vol si risqué? Pourquoi ce pilote, seul, choisit-il de s'aventurer dans l'une des zones les plus surveillées d'Europe? À mesure que l'appareil s'enfonce dans la vallée, la géographie devient son bouclier. Les montagnes masquent sa présence. Les virages serrés effacent les trajectoires. Chaque mètre parcouru rapproche le pilote d'un point dont personne n'ose encore prononcer le nom. Les radars perdent la trace, les systèmes automatiques peinent à calculer, et dans les centres de commandement, les techniciens commencent à comprendre qu'ils ne font pas face à une simple infiltration. Tout semble minutieusement préparé, comme si chaque seconde du vol avait été répétée des centaines de fois. Mais à cette heure, personne ne sait encore ce qui se joue vraiment. Les hypothèses se multiplient, les chaînes d'information s'agitent, les analystes évoquent une opération de reconnaissance, d'autres parlent d'un test, d'un message envoyé à travers le bruit de la guerre. Et pourtant, dans le cockpit, il n'y a ni test ni démonstration. Il y a une mission, précise, silencieuse, irréversible. À quelques dizaines de mètres du sol, le pilote lutte contre la gravité et la peur, entre le calcul et l'instinct. Chaque vibration, chaque alerte sonore lui rappelle la fragilité de sa situation. Il ne fuit pas la guerre, il s'enfonce droit en elle. Les images de ce vol, enregistrées par les caméras embarquées et les capteurs des deux camps, ne seront diffusées que bien plus tard. Mais déjà, le monde militaire comprend qu'un événement inhabituel est en cours. Les premières fuites apparaissent sur les réseaux. Les observateurs parlent d'un appareil ayant franchi plusieurs lignes défensives sans être abattu. Et à mesure que les rumeurs se propagent, l'intrigue s'épaissit. Où va cet avion? Et surtout, que transporte-t-il? Dans les capitales, les réunions se multiplient. Certains responsables affirment qu'il s'agit d'une manœuvre psychologique, une simple provocation. D'autres, plus prudents, estiment qu'un tel risque ne peut être pris sans raison majeure. On évoque des cibles stratégiques, peut-être des infrastructures clés. Les analystes des services de renseignement passent les images satellites en boucle, essayant de repérer un mouvement, un signal, une intention cachée dans cette trajectoire improbable. Personne ne veut parler ouvertement d'attaque, car ce mot change tout, ce mot engage. Mais la tension monte. Le vol continue et les défenses s'organisent. Chaque radar, chaque missile est prêt. Pourtant, à chaque tentative d'interception, la cible disparaît à nouveau, comme si elle glissait hors des lois ordinaires de la physique. Le bruit des communications devient confus. À cet instant, un seul fait reste clair. Quelque chose d'inhabituel est en train de se produire, quelque chose que ni les systèmes ni les doctrines n'avaient anticipé. Les spécialistes appellent cela un moment asymétrique, celui où la logique des machines échoue face à la décision humaine. Et pendant que les observateurs du monde entier tentent de comprendre ce qu'ils voient, le pilote continue d'avancer. Derrière lui, des millions de dollars d'équipement cherchent en vain à le verrouiller. Devant lui, une cible immense, cachée encore derrière les reliefs, attend. Ce qu'il s'apprête à faire pourrait redéfinir la manière dont les guerres modernes sont menées. Mais pour l'instant, personne ne le sait encore. Ce qui est certain, c'est que chaque seconde le rapproche du point où tout basculera. Vous pensez avoir tout vu? Attendez la suite. Si vous voulez comprendre ce qui se cache derrière ce vol, abonnez-vous et restez attentifs, car ce que vous allez découvrir dans la prochaine partie dépasse tout ce que vous imaginez. Lorsque la silhouette de l'appareil émerge au-dessus de la rivière, les systèmes de défense ennemis comprennent enfin ce qui se joue.
Ce n'est pas une mission d'observation, ce n'est pas un vol d'essai. C'est une frappe. Une frappe ciblée, précise, pensée pour frapper au cœur d'une infrastructure dont la destruction bouleverserait un équilibre fragile. La cible, cette fois, n'est autre qu'un barrage stratégique situé dans une zone clé reliant plusieurs axes d'approvisionnement. Les ingénieurs militaires le savent, un tel point n'est pas choisi au hasard. C'est le type d'objectif qui, s'il est neutralisé, peut paralyser des lignes entières de logistique et modifier la dynamique d'une guerre en quelques heures. À cet instant, tout s'accélère. Les radars reprennent vie, les alarmes sonnent, les opérateurs activent les procédures d'urgence. Mais le jet est déjà là, lancé à une vitesse qu'aucune batterie ne peut suivre avec précision. Sa trajectoire est irrégulière, calculée pour tromper les systèmes automatiques. Chaque virage, chaque descente, chaque montée est une réponse à des menaces invisibles, anticipées avant même qu'elles ne se manifestent. L'appareil traverse le dernier segment de la vallée, à peine à quelques dizaines de mètres du sol. Devant lui, le béton du barrage surgit, massif, implacable. Le pilote prend une dernière inspiration. Le moment décisif est arrivé. La frappe n'a rien de spectaculaire pour un œil non averti. Elle n'est pas faite pour être vue, elle est faite pour être ressentie. Lorsque la bombe est larguée, elle ne siffle pas, elle glisse. Ses ailes mécaniques s'ouvrent avec une précision effrayante. En quelques secondes, elle se transforme en projectile autonome, guidé par une logique froide, indifférente à tout ce qui n'est pas sa cible. Le pilote ne regarde pas derrière lui. Il sait que chaque seconde passée dans cette trajectoire est une seconde de trop. L'appareil se cabre, tourne, plonge à nouveau dans la vallée, se fond dans le relief comme une ombre. Et puis, un souffle. Ce n'est pas un bruit unique, mais une succession de déchirures. L'explosion n'est pas simplement une onde, c'est une vibration qui traverse le sol, les collines, les murs des abris souterrains. Le barrage encaisse, résiste une fraction de seconde, puis cède. Le béton éclate sous la pression, l'eau s'engouffre, les structures internes se déchirent. Ce qui suit n'est plus une frappe militaire. C'est une force naturelle, libérée. Des millions de mètres cubes d'eau se précipitent à travers la vallée, emportant tout sur leur passage. Routes, lignes électriques, ponts, convois, tout disparaît dans un grondement continu. Sur les écrans de surveillance, la scène semble irréelle. Une seule bombe a provoqué ce que des semaines d'artillerie n'auraient pas accompli. Mais le bruit de la destruction n'efface pas l'autre réalité, celle du pilote qui doit maintenant s'échapper. Derrière lui, les systèmes ennemis s'activent. Les radars détectent à nouveau une signature thermique. Les communications s'échangent frénétiquement entre les unités aériennes et terrestres. Des avions de chasse décollent depuis une base située à plus de 30 km, leur trajectoire convergeant vers la vallée. Dans le ciel, le chasseur solitaire est redevenu une cible. Il vole bas, trop bas pour être vu du sol, mais assez pour que chaque relief devienne un danger mortel. La moindre erreur, un angle mal calculé, et le sol le reprendrait. Pourtant, malgré l'urgence, malgré les alarmes qui résonnent dans le cockpit, il garde son calme. Ses gestes sont mécaniques, précis. Ce n'est plus une fuite, c'est une manœuvre d'effacement. Les missiles partent, plusieurs à la fois. Chacun coûte des millions, chacun est censé être infaillible, et pourtant, ils échouent. Le relief brise les signaux radars, les interférences électroniques dévient les trajectoires. À plusieurs reprises, les projectiles explosent dans le vide, derrière lui, sans jamais le toucher. Les ingénieurs militaires, en observant ces données plus tard, comprendront que ce vol n'a pas seulement été une frappe réussie. C'était une leçon. Une démonstration de ce que la guerre moderne ne peut plus ignorer. La technologie ne remplace pas le courage, et aucun système automatisé ne peut anticiper la décision d'un être humain, prêt à aller jusqu'au bout. Pendant ce temps, au sol, les conséquences de la frappe se font sentir. Les villages situés en aval du barrage sont évacués dans la panique. Les infrastructures hydrauliques cèdent les unes après les autres. Des zones entières sont coupées du réseau électrique. Dans les salles de commandement, les écrans s'éteignent les uns après les autres. Ce n'est plus une opération militaire, c'est un effondrement logistique. Les forces ennemies perdent en quelques minutes la coordination qu'elles ont mis des mois à bâtir. Les analystes parlent d'un choc stratégique, d'un tournant. Mais personne ne le dit à voix haute. Trop de questions demeurent sans réponse.
Comment un seul avion a-t-il pu percer un réseau de défense censé être impénétrable? Quelle technologie, quelle tactique a permis une telle réussite? Et surtout, qui était ce pilote? Les rumeurs se multiplient. Certains médias évoquent un vétéran ukrainien, d'autres parlent d'une nouvelle génération d'appareils occidentaux testés en conditions réelles. Dans les couloirs de l'OTAN, on analyse, on décortique, on compare les trajectoires radar avec les données satellites. À Moscou, à Washington, à Londres, les réactions sont différentes, mais une chose est claire, cet événement a marqué un tournant. Il ne s'agit pas d'une simple victoire tactique, c'est un signal envoyé au monde entier. Un message que la domination technologique ne suffit plus, qu'un seul pilote, bien formé, bien préparé, peut défier des systèmes conçus pour être invincibles. Et pourtant, au-delà de cette démonstration militaire, un autre débat commence à émerger. Les écologistes parlent de catastrophe environnementale. Les gouvernements locaux dénoncent les conséquences humanitaires. Les populations touchées demandent des comptes. L'eau emporte tout, sans distinction. Les routes sont submergées, les villages isolés, les installations industrielles inondées. Les images filmées par les drones de secours montrent une réalité désolante, une vallée transformée en mer intérieure. Mais derrière la tragédie, une vérité se dessine. Ce n'est pas seulement une guerre de position ou de territoire, c'est une guerre d'information, une guerre d'intelligence, une guerre où chaque mouvement, chaque calcul, chaque décision peut redessiner les lignes de front. Dans les heures qui suivent, les autorités militaires diffusent une déclaration officielle. Elles confirment la destruction du barrage, évoquent une opération ciblée visant à neutraliser une infrastructure utilisée à des fins militaires. Aucun détail n'est donné sur le pilote, ni sur le type d'appareil. Le silence est volontaire, presque stratégique. Il alimente l'incertitude, renforce la tension, entretient la peur. Et dans ce silence, une idée prend forme. Ce n'est peut-être pas la dernière fois qu'un tel vol aura lieu. D'autres pourraient suivre, d'autres cibles pourraient être choisies. Les lignes de défense devront être repensées. Les doctrines devront évoluer. Parce que ce jour-là, au-dessus de cette vallée, c'est tout un modèle de guerre qui a vacillé. Et ceux qui ont vu les images le savent. Rien ne sera plus jamais comme avant. Dans les jours qui suivent, l'événement prend une ampleur mondiale. Les chaînes d'information diffusent sans interruption des images de la vallée submergée, des routes effacées, des habitations englouties, des convois militaires abandonnés sous des mètres d'eau boueuse. Ce qui devait être une frappe chirurgicale est devenu une onde de choc politique et médiatique. À Kiev, le commandement militaire reste silencieux, ne confirmant ni ne niant son implication. À Moscou, les responsables parlent d'un acte de sabotage, d'un précédent dangereux qui pourrait redéfinir les limites de la guerre moderne. Les chancelleries occidentales, prudentes, évitent les mots qui pourraient transformer cette action en déclaration. Mais derrière les communiqués mesurés, les analystes savent qu'un point de non-retour a été franchi. Les experts en stratégie se succèdent sur les plateaux pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé. Certains expliquent que la frappe n'a pas seulement visé une infrastructure, mais tout un modèle de défense. D'autres y voient la preuve que les armées du monde entrent dans une ère où la vitesse de décision prime sur la quantité d'armes. Les rapports techniques parlent d'un vol d'une précision inouïe, exécuté à des altitudes où la marge d'erreur est plus fine qu'un battement de cœur. On évoque la maîtrise totale du relief, la coordination parfaite entre le pilote et le système de navigation. Ce type de manœuvre, affirment les experts, ne peut être accompli que par un professionnel au sommet de son art, soutenu par des mois de préparation et une connaissance intime du terrain. Pendant ce temps, dans les zones touchées, la population tente de s'organiser. Les secours civils, les équipes de déminage, les volontaires affluent. À Kherson, à Mykolaïv, les rumeurs circulent. Certains affirment avoir vu le jet passer à une vitesse impossible. D'autres jurent avoir entendu le fracas du barrage avant même l'explosion. Dans les hôpitaux de Dnipro, les blessés racontent la panique, les routes effondrées, les villages coupés du monde. Ce n'est pas seulement une opération militaire qu'ils décrivent, mais une onde qui a traversé la vie de milliers de personnes. Les caméras de journalistes indépendants montrent des scènes de chaos maîtrisées, des soldats tentant de dégager des véhicules piégés dans la boue, des habitants utilisant des bateaux de fortune pour évacuer leurs proches. Ce n'est plus une bataille, c'est une transformation du paysage humain et géographique. Mais au-delà de la tragédie visible,
quelque chose de plus profond se déroule. Les états-majors du monde entier réévaluent leur doctrine. En France, à Londres, à Washington, les stratèges militaires scrutent les séquences radars et les journaux de bord. On parle de profil fantôme, une méthode de vol qui combine les failles des capteurs et les angles morts naturels du terrain. Ce que le pilote a accompli, explique-t-il, ce n'est pas un miracle technologique, c'est l'exploitation absolue de la géographie et du temps. Une guerre menée non pas par la puissance brute, mais par la compréhension des secondes, des courbes, des ombres. Ce type d'opération devient désormais une étude de cas dans les écoles de guerre. Le pilote, lui, reste inconnu. Aucun nom n'est révélé, aucune image n'apparaît. Certains journalistes prétendent qu'il aurait déjà quitté le pays, d'autres qu'il aurait reçu les plus hautes distinctions dans le secret d'une base aérienne. Des voix anonymes au sein du ministère de la Défense ukrainien confient qu'il s'agit d'un vétéran ayant déjà volé lors des premières offensives de 2022. D'autres murmurent qu'il serait plus jeune, formé selon les standards occidentaux, maîtrisant les tactiques de vol d'évasion et les systèmes électroniques les plus récents. Le mystère s'épaissit, et avec lui naît une légende. Dans les forums militaires et sur les réseaux, on l'appelle déjà l'ombre de la vallée. La Russie, de son côté, renforce ses lignes défensives. Des systèmes supplémentaires sont déployés autour des barrages, des centrales électriques et des ponts. Les unités aériennes reçoivent de nouvelles instructions. Les opérateurs radars sont entraînés à repérer les trajectoires imprévisibles. Mais malgré tous ces ajustements, la méfiance s'installe. Les commandants savent que l'ennemi a trouvé un moyen de contourner la logique même de la défense aérienne. Et cela change tout. Car il ne s'agit plus d'une bataille d'armement, mais d'une guerre de perception. Le doute devient une arme, et chaque silence radar, chaque écho fantôme, chaque disparition momentanée d'une cible crée une tension que les machines ne peuvent apaiser. Sur les plateaux télévisés, les débats s'enflamment. Les experts occidentaux soulignent la prouesse tactique, les médias russes dénoncent une attaque éco-terroriste. En Allemagne, les écologistes s'interrogent sur les conséquences environnementales de la destruction d'un barrage majeur, évoquant des années de perturbations pour la faune et l'agriculture locale. En Ukraine, pourtant, l'opinion publique voit dans cette action un acte de survie, une démonstration que la volonté humaine peut encore déjouer la technologie la plus avancée. Les commentaires affluent, les vidéos se multiplient, et partout, une même question revient. Comment un seul pilote a-t-il pu redéfinir les règles d'une guerre menée par des puissances entières? Dans les écoles de pilotage, les instructeurs montrent désormais la séquence du vol comme un modèle d'analyse. Les étudiants observent la trajectoire, la gestion des vitesses, la synchronisation entre les manœuvres et les signaux radars. Ils comprennent que ce n'est pas la machine qui a gagné, mais la maîtrise du moment, la capacité à anticiper ce que même les algorithmes ne peuvent prévoir. C'est cette fusion entre l'instinct et la rigueur qui fascine. L'appareil utilisé, d'un modèle déjà connu, devient le symbole d'une guerre humaine dans un monde saturé de capteurs. Les semaines passent et le barrage détruit devient un symbole. Des rapports de l'ONU mentionnent les conséquences écologiques, les pertes matérielles, les efforts de reconstruction. Des diplomates évoquent discrètement la possibilité de négociations, craignant que d'autres infrastructures ne subissent le même sort. L'armée ukrainienne, forte de cette opération, étudie d'autres points névralgiques, d'autres manières d'exploiter la vulnérabilité de systèmes prétendument invincibles. Le monde militaire se rend compte qu'une ère vient de s'achever. Ce n'est plus la guerre des nombres, des flottes ou des chars. C'est celle du calcul instantané, de la décision humaine amplifiée par la machine. Et quand, bien plus tard, une vidéo déclassifiée montre enfin le cockpit, on y voit la main du pilote sur le manche, les alarmes hurlant, le paysage défilant à une vitesse vertigineuse. Aucune parole, aucun cri, seulement une respiration contrôlée et le silence après le dernier virage. Ce moment devient iconique. Les analystes militaires y voient la métaphore d'un monde où la technologie n'efface pas la peur, mais la dompte. Ce jour-là, un homme seul a prouvé qu'au cœur du bruit et du chaos, il reste toujours une place pour la décision humaine, pure, rapide, instinctive. Et désormais, une question hante toutes les salles de commandement. Si un seul pilote peut redessiner une guerre entière, que se passera-t-il quand ils seront plusieurs? Si vous suivez encore cette histoire, abonnez-vous, car ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début d'une ère nouvelle, celle où la vitesse de pensée, la maîtrise du temps et la compréhension du terrain
deviennent plus puissantes que n'importe quelle arme. Ce jour-là, dans le ciel ukrainien, ce n'était pas seulement un vol. C'était un avertissement adressé au monde entier.